Il y a un élément sur lequel je pourrais être en partie d'accord avec vous, mais là encore, ce sont les conclusions qui me choquent beaucoup. Vous parlez effectivement du simplisme d'ouvrages qui disent « Devenez authentique en 5 leçons, voici la recette du bonheur, etc. » C'est extrêmement éloigné de ce que fait un coach professionnel, parce que justement, ce que nous intégrons dans notre métier, c'est la notion de complexité. Surtout en France, nous sommes très sensibles, par exemple, à ce que disent des personnes comme Edgar Morin, dont il est difficile de concevoir qu'il n'a pas un regard ajusté sur la notion de complexité. Je pense aussi par exemple à toutes les démarches de systémie. On a un personnage qui n'est pas coach à l'origine et qui pourtant se sent très proche de nous, que nous avons convié d'ailleurs à notre colloque l'an dernier. Il s'agit de Joël de René, qui est biologiste à l'origine, qui est même chimiste organique à l'origine même, et qui a écrit par exemple le macroscope dès 1975. Bien évidemment, la pensée systémique est une pensée qui vient nourrir le métier de coach professionnel. Donc j'avoue que ce qui me surprend beaucoup, c'est cette confusion entre des ouvrages qui parlent de développement personnel avec les coachs professionnels. Alors vous me direz, oui mais je ne parlais pas des coachs professionnels, c'est vrai qu'à une époque, vous étiez plus prudente, vous disiez il y a coach et coach. Voilà. Maintenant, je n'entends même plus ce distinguo-là, mais effectivement, vous parlez bien quand même de coach professionnel dans votre émission, puisqu'à un moment, vous faites allusion aux honoraires des coachs qui seraient très élevés, vous faites allusion aux coûts que les entreprises dépensent pour financer du coaching. Donc vous faites bien allusion au coaching professionnel. On est très clair là-dessus. Vous êtes vous-même conférencière. J'aimerais bien savoir quels sont vos honoraires. Si vous connaissez beaucoup de coachs, que c'est un métier qui est coûteux pour le coach. Et donc forcément, ça peut se répercuter sur les honoraires. Pourquoi c'est un métier coûteux? J'en profite là en revanche pour faire un peu de pédagogie. D'abord, un coach se forme en général autour de 18, 20, 22 mois initialement. Mais chaque année, surtout quand les coachs professionnels sont adhérents d'une des fédérations et qu'ils sont donc rattachés à un code de déontologie, ils savent qu'ils ont la nécessité chaque année de continuer à se former 3 jours, 5 jours, 15 jours, ça va dépendre un petit peu des modules de spécialisation, etc. Parce que c'est un métier de la complexité, nous savons que l'acquisition des savoirs et des protocoles d'intervention n'est jamais terminée. Deuxième chose aussi, c'est que nous pensons que nous n'avons pas la science infuse en tant que coach. Et nous avons l'humilité de dire que face à la complexité, nous ne sommes jamais complètement sûrs des résultats qu'on va obtenir. Parce que nos clients ne sont pas des robots, parce que chaque individu est spécifique. Et du coup, nous intégrons des espaces dits de supervision, c'est-à-dire que nous sommes dans des groupes de coachs où il y a un professionnel beaucoup plus aguerri, un coach plus ancien, qui lui-même d'ailleurs souvent s'est formé et certifié à la supervision, qui est un métier complémentaire, et qui va permettre au coach de rebalayer un petit peu sa stratégie, de l'aider à clarifier ce qu'il a bien réussi, ce qu'il pourrait faire un petit peu différemment, etc. Et c'est faire preuve d'une grande humilité. N'importe quel client peut demander à son coach une attestation de son superviseur. Comment on peut distinguer la personne qui s'improvise coach, parce qu'il en reste sur le marché de moins en moins, au fur et à mesure que les clients sont au courant et qu'on n'est pas victime d'émissions de désinformation, eh bien, au fur et à mesure, le nombre de coachs qui s'improvisent coach a tendance à se réduire. Je parle bien de coaching professionnel, je ne parle pas de coachs qui vendent des téléphones portables ou de coachs en rangement d'armoire. Nous sommes bien d'accord, nous parlons de coachs professionnels qui sont certifiés. Les 3 fédérations qui sont présentes en France, que ce soit la SF Coach, que ce soit l'ICF France ou le MCC France que j'ai le plaisir de représenter ici, ont des annuaires en ligne. Et là, vous savez que vous avez affaire à des coachs qui sont formés et certifiés. Vous allez par exemple sur le site de l'EMCC France, vous avez exactement aujourd'hui 1742 coachs accessibles, formés, certifiés, qui ont le devoir de vous présenter le code de déontologie de leur métier et, si vous le demandez, une attestation de superviseur. Il y a quand même quelque chose qui me surprend beaucoup dans vos propos, Madame de Funès. C'est que vous parlez de redonner confiance en les personnes, de leur liberté d'agir à partir d'elles-mêmes. C'est justement ce qu'a l'ambition de faire le coach. C'est-à-dire qu'un coach professionnel le sait, l'annonce. C'est-à-dire que, ce n'est pas lui qui est responsable des résultats de son client, c'est bien le client. Et le coach est responsable des processus d'accompagnement qu'il met en œuvre, qui vont être aidants ou pas. C'est en ça qu'il a sa responsabilité. La deuxième chose, c'est que nous disons, même si ça paraît très anti-commercial, un vrai coach professionnel a le devoir de dire à son client qu'il vit son autonomie, donc que le nombre de séances est court.
Voilà, je vais vous donner des exemples très concrets. Si par exemple vous êtes plutôt sur une prise de décision, il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont dit ben, je ne sais pas si j'ai envie de quitter mon travail ou pas, je ne sais pas si j'ai envie de monter mon entreprise, je ne sais pas si, etc. Alors bien sûr, il est hors de question que nous prenions la moindre décision à leur place, mais on va leur dire ben, probablement en 3-4 séances, vous aurez suffisamment clarifié grâce à mon questionnement, grâce peut-être au balayage d'angle mort, peut-être à un meilleur diagnostic de la situation, vous aurez suffisamment clarifié pour prendre enfin votre décision. Si c'est par exemple une prise de poste, c'est plutôt 8-10 séances, pas beaucoup plus. Si c'est plutôt ce que l'on appelle des coachings de soutien, alors notamment si c'est du soutien suite à une longue maladie, donc à un retour dans l'entreprise où la personne a besoin de reprendre pied, c'est plutôt des coachings plus longs. Et quand on parle de plus long, c'est 10 à 15 séances. Voilà. Et le grand standard, j'allais dire, que l'on fait beaucoup dans notre métier, c'est plutôt du 8-10 séances. Alors, Madame de Funès, vous avez cette capacité à utiliser le langage et à faire des effets de manche avec beaucoup d'aisance. Mais quand vous dites que la personne recherche quelque chose qui n'est pas très clair pour elle, a-t-on l'habitude de chercher quelque chose qui est franchement clair? Soyons un peu sérieux. On peut parler aussi, comme vous le dites si bien, de soupline langagière pour soi-disant ne pas faire face à la dureté de la vie. Dois-je vous rappeler finalement que toutes ces femmes et tous ces hommes qui font appel à des coachs professionnels sont dans la vraie vie, eux. Ils sont en poste, ils vivent leurs difficultés, ou alors c'est même pas que des difficultés, parfois il y en a qui ont envie de réussir une prise de poste, il y en a qui ont envie de changer de carrière, ça n'est pas forcément que pour des choses lourdes et difficiles, mais simplement avoir quelqu'un, ce qu'on appelle plutôt un sparring partner, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir à la fois vous questionner, mais peut-être vous renvoyer la balle, vous proposer des options complémentaires, sans jamais imposer une manière de regarder les problématiques, sans jamais imposer la moindre solution. Le coach va être là pour faciliter, accélérer, rendre plus clair, plus accessible. Alors, vous comprendrez du coup que je suis plutôt assez surpris de vos propos. Je me demande de quoi parlez-vous, si ces amalgames sont volontaires ou pas, et vous parlez de business de développement personnel, mais sur quoi établissez-vous votre propre business, Madame de Funès, si ce n'est sur la disqualification de professionnels que vous ne semblez pas connaître, quand nous savons à quel point la complexité et la complexification des univers dans lesquels nous vivons, l'entreprise, l'administration, qui n'est plus du tout la même en 2019 qu'elle l'était en 2010 ou en 2005, tous ces univers extrêmement complexes nécessitent que nous maillions les professionnels, non pas que nous les opposions. Nous avons besoin de philosophes, nous avons besoin de gens comme Nicolas Marquis qui a témoigné aussi, qui a fait un travail remarquable qui nous réinterroge. Bien sûr que nous avons besoin de nous interroger sur les idéologies qui peuvent porter nos sociétés, pourquoi pas l'individualisme, etc. Moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on réinterroge tout ça, mais nous avons besoin de mailler avec des philosophes, avec des coachs, avec des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des médecins. Souvent le coach est une première porte d'entrée qui va permettre progressivement de sensibiliser la personne à aller voir un autre professionnel si c'est utile. Madame de Funès, vous ne nous avez jamais sollicité pour avoir nos retours, nos fédérations opinion sur rue, vous pouvez nous solliciter quand vous voulez. Je retourne aussi la même remarque aux journalistes qui ne nous appellent absolument jamais, je suis très surpris de cela. Nous sommes probablement les meilleurs représentants de notre métier puisque nous avons été élus par nos pairs pour cela. Et comme par hasard, on nous fait sortir du chapeau des gens qui se disent coach, etc., mais qui n'ont jamais une parole institutionnelle.